Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans la matinale. Nous sommes le lundi 16 septembre, très content de vous retrouver en cette matinée, en ce début de semaine. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. On salue également Antoine qui est en régie, notre réalisateur en plein travail. Et puis il y a quelques instants, nous avons reçu notre invité, c'était Sébastien Faraud, le directeur de la Fédération départementale des chasseurs. Nous avons fait le point avec lui sur la chasse à l'occasion de l'ouverture. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel dont voici le numéro. Le téléphone est là, juste à côté. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour nous parler de l'actualité de votre commune ou de la météo qu'il fait en ce moment chez vous ce matin. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Les étudiants ont du mal à se loger en Vendée. 2 semaines après la rentrée, ils sont encore nombreux à chercher un logement et à se tourner vers des solutions temporaires comme les campings. Le marché est saturé pour les étudiants mais aussi pour les néo-vendéens. Vendredi dernier avait lieu l'élection du président de l'association des maires et président de communauté de Vendée. Guy Plissonneau, maire de la Genétouze et président de Vie et Boulogne, a été élu. Nous écouterons sa première réaction au micro de Caroline Tronche. Et puis nous prendrons la direction de la forêt de Gralat, connue pour son refuge des guerres de Vendée. Elle accueille tous les 2 ans un autre refuge, celui de la littérature vendéenne. Un rendez-vous devenu incontournable durant lequel est décerné le prix Charette. On jette maintenant un coup d'œil sur votre météo du jour avec le soleil qui est au rendez-vous en Vendée. Un grand et beau soleil ce matin avec malgré tout parfois des températures assez fraîches. Il fait 7 degrés en moyenne dans les terres et 10 degrés sur le littoral. Pour l'après-midi, quelques nuages vont faire leur apparition mais rien de méchant. Les températures vont remonter avec 20 à 21 degrés. Les marées aujourd'hui avec une basse mer à 10h et 22h24, pleine mer 4h11 et 16h24, coefficient de 74 à 83. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 10h20 ce matin et 22h50 ce soir. Comme tous les matins, on fait également le tour des marchés, direction le sud-est de la Vendée, à Benay, avec le marché de 8h à midi sur la place du Champ de Foire. Chambretot également dans le nord-est, ses places de Suireau, et puis sur le littoral vendéen, le marché de Jars-sur-Mer de 8h à 12h30, place des Ormeaux. On fait un point également sur vos conditions de circulation avec les traditionnels ralentissements aux entrées de la Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne actuellement. Soyez vigilants si vous prenez la route en ce moment. Et puis ces travaux également sur l'autoroute A83 à hauteur du péage de Montaigu avec la circulation qui pourrait être réduite sur une voie et surtout un ralentissement de la vitesse qui est fortement conseillé. Travaux également sur la départementale 978 au niveau de Esnay lorsque vous arrivez de la Roche-sur-Yon avec là aussi quelques perturbations et toujours ces travaux sur l'axe Les Sables, La Roche-sur-Yon avec des perturbations à prévoir à hauteur de la Motte-à-Char et Sainte-Flève-des-Loups. Et en ce lundi 16 septembre, nous fêtons également les Edith. Bonne fête donc à l'ensemble des Edith. Et puis il y a également un anniversaire aujourd'hui, c'est celui du théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon. Il a été inauguré en 1845. Il fête ses 180 ans pour l'un des bâtiments les plus anciens et les plus historiques donc du chef-lieu de la Vendée. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Cela fait déjà 2 semaines que les élèves ont effectué leur rentrée, mais certains rencontrent encore des difficultés pour se loger. C'est même devenu un vrai casse-tête. L'offre locative n'est plus celle du début de l'été et le marché est saturé, avec en plus les néo-vendéens qui sont eux aussi en recherche. Les agences immobilières n'ont pas toujours la solution, alors certains étudiants se tournent vers des solutions alternatives en espérant trouver mieux plus tard. Un reportage de Florian Wozniak. Vous faites peut-être partie de ceux qui cherchent encore à se loger en ce début d'année scolaire. Dans cette agence immobilière du centre de La Roche-sur-Yon, le constat est clair, difficile de répondre positivement à toutes les demandes. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je n'ai plus du tout de locatif à proposer. Et j'ai encore, on va dire, 3-4 appels jour. Et pour Carole, le prix des logements reste encore un frein très important pour ses clients encore en études. On arrive quand même sur des prix énorme. C'est-à-dire que maintenant, un étudiant, il faut qu'au minima, en studio, il compte 500 € au minimum. Quelques rues plus loin, dans cette autre agence immobilière, des locations sont bel et bien toujours disponibles, mais elles ne semblent pas trouver preneur. Il va me rester aujourd'hui une dizaine de chambres en colocation. Alors je sais que c'est aujourd'hui
un produit qui bouge un peu. Je veux dire, c'est qu'on a eu cette période un peu post-Covid. Ça, c'est un point de vue peut-être qui n'appartient qu'à moi, bien entendu, où la colocation aujourd'hui va convenir encore à des personnes. Mais on sent quand même qu'aujourd'hui, que ce soit parents comme enfants, ils sont quand même plutôt à la recherche d'un logement individuel. Alors dans l'attente de trouver la perle rare, certains étudiants font le choix d'un tout autre type d'hébergement. On doit avoir à peu près une vingtaine d'étudiants à l'heure actuelle qui recherchent les résultats de Parcoursup, un petit peu les retardataires qu'on a réussi à capter sur la fin août. Car la location dans un camping a ses propres avantages. On demande moins de garanties, on est plus souple au niveau des conditions d'accession à la location. On apporte de la sécurité aussi aux étudiants parce qu'on est joignable 24 heures sur 24. On doit répondre au téléphone s'il y a le moindre souci. C'est vrai que ça réconforte un petit peu les parents de savoir que leurs enfants sont là et on est sur place et on peut aider n'importe quand. La population étudiante est en constante augmentation dans l'agglomération lyonnaise. Elle pourrait atteindre la barre des 10 000 à l'horizon 2025, autant de jeunes qu'il faudra aussi loger. Toujours sur la question du logement, l'association Escale Ouest lance un système d'hébergement temporaire chez l'habitant. Une solution qui est destinée aux jeunes qui commencent leur vie professionnelle avec des logements fonctionnels, meublés et à prix réduit à partir de 85 € par mois une fois les aides déduites. Nous avons un panel nouveau, une solution nouvelle à proposer aux jeunes en recherche de logement par la mise à disposition de locaux qui sont agréés par Escale Ouest, qui doivent être au minimum de 9 mètres carrés avec un accès à une salle de bain et à une cuisine. Et donc à partir de là, nous vous agréons le logement et nous mettons en relation l'hébergé et l'hébergeur pour que la relation se fasse le plus simplement du monde. Nous l'évoquions la semaine dernière, vendredi avait lieu l'élection du président de l'association des maires et président de communauté de Vendée. Une élection qui faisait suite à la démission le 30 mai dernier de Anne-Marie Coulon, maire de Mouzeuil-Saint-Martin. Le nouveau président s'appelle Guy Plissonneau, c'est le maire de la Genétouze et président de Vie et Boulogne. Il a répondu aussitôt après son élection aux questions de Caroline Tronche à la Maison des communes. Monsieur le Président, puisque c'est votre nouveau titre, quelle est votre réaction aujourd'hui? Prendre la suite d'Anne-Marie Coulon qui a été pendant de nombreuses années présidente de cette association des maires, est-ce que vous avez une sorte de poids sur les épaules? Oui, un peu d'appréhension, beaucoup d'émotions, un mélange d'émotions en ce moment, mais avant tout un formidable challenge à réussir, à mener et je me sais bien entouré par mon bureau et un conseil d'administration au travail. C'est une décision difficile de se présenter à ce poste parce qu'on sait déjà la mission de maire très chargée, sans compter tout le reste. Là, c'est une mission, un mandat supplémentaire. Oui, c'est un mandat supplémentaire. C'est pas forcément une décision difficile à prendre, mais il faut du temps, la mûrir, la partager avec ses collègues élus à la mairie de la Genétouze, mais également à la communauté de communes pour mesurer l'adhésion de ce projet-là. Ça implique quoi dans votre quotidien de maire? C'est un temps bien précis qui va être désormais alloué à cette fonction de président de l'association? J'avais encore gardé une activité professionnelle, donc elle va progressivement s'arrêter au profit de mon engagement à l'association des maires. Et quelles sont vos missions? Alors vos grands dossiers dans les mois à venir, sur quoi vous voulez travailler précisément? Alors dans les grands dossiers, il y a le logement, je pourrais dire aussi la santé pour tous. On aura à retravailler sur l'accueil des gens du voyage, notamment l'été. On a eu quelques difficultés cette année. Ils sont nombreux, c'est les dossiers des maires au quotidien. Et les accompagner, leur proposer de se former, les informer pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir réussir dans leur mission de maire. Donc c'est une poursuite des dossiers déjà ouverts par Anne-Marie Coulon? Oui, tout le monde sait que dans un an et demi, nous arriverons à la fin de notre mandature, donc nous sommes sur des dossiers ouverts, donc nous allons continuer le travail pour les mener à bien. Merci.
C'est l'un des grands rendez-vous littéraires vendéens. Tous les 2 ans, la forêt de Grala, au lieu des guerres de Vendée, accueille le refuge du livre. Les lecteurs s'y réunissent en pleine nature pour découvrir de nouveaux ouvrages. C'est aussi à cette occasion qu'est décerné le prix Charette. Il récompense un auteur, une œuvre dont le style, les idées, le thème sont en lien avec la Vendée. Mathis Pires est allé arpenter les allées de ce salon du livre pas comme les autres. C'est au beau milieu d'une forêt que les amoureux de littérature se retrouvent. Chants d'oiseaux et stands en bois, les lecteurs font corps avec la nature pour célébrer la lecture. Il est évident qu'ici, je crois que le refuge permet justement de sauver ce livre et de sauver le livre papier et puis de continuer finalement à propager, je dirais, le goût de la lecture à tout niveau. Je trouve que le site ici est magnifique pour accueillir ce genre d'événement. Une forêt pas comme les autres, qui regorge d'histoire. Ici, le refuge de milliers de Vendéens au lendemain de la Révolution française. Aujourd'hui reconstitué, le village est maintenant un symbole de la littérature vendéenne. La littérature fait partie de notre vie et j'espère de notre quotidien. Il n'y a pas que les écrans, voilà, quels qu'ils soient. Le livre est toujours bien présent, il fait toujours rêver, il donne envie. Mais nous sommes avant tout un site de mémoire et la mémoire passe également par l'écrit. L'écrit, récompensé chaque année avec le prix Charette, décerné à un auteur et son œuvre pour son histoire liée à la Vendée. Éric Foissier, Le chant maléfique. Trophée en main, le lauréat est fier de participer à la conservation du livre. Et je suis très heureux que cette histoire donc vendéenne puisse être couronnée aujourd'hui par le prix Charette. Et c'est très important que le livre puisse être mis en avant aussi au fin fond des campagnes et même au cœur d'une forêt comme ici. Ce week-end, une centaine d'auteurs sont venus partager leur passion pour les mots avec plus de 3000 visiteurs. C'est une véritable reconnaissance pour l'Office pour le patrimoine immatériel de Vendée. L'association a reçu son accréditation par l'UNESCO en juin dernier. Elle rejoint ainsi 22 autres ONG françaises qui assurent un rôle consultatif auprès du comité intergouvernemental de l'UNESCO. C'est la première association de la région à recevoir cette accréditation. Pourtant pour nous, c'est une reconnaissance d'une histoire qui a démarré au début des années 70 dans le Marais breton vendéen et qui nous amène aujourd'hui à proposer nos services à des territoires et des organisations dans les Pays de la Loire et un petit peu au-delà. Donc c'est une vraie reconnaissance. Et on sent que le regard a changé un petit peu parce que nous sommes une association, nous ne sommes ni une collectivité, ni une structure publique, ni une entreprise. Nous sommes une association et c'est vrai qu'avoir bénéficié de cette accréditation nous permet de faire reconnaître un sérieux qui est le nôtre, qui est notre quotidien, mais en tout cas un peu plus facilement, on va plus vite, disons, à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on peut le faire. Et en parlant de patrimoine plutôt matériel, celui-ci, les journées européennes du patrimoine auront lieu samedi et dimanche prochain. De nombreux lieux historiques, mais aussi des entreprises vendéennes ouvriront donc leurs portes au public durant ces 2 jours. Le festival Les Nuits Courtes revient pour une nouvelle édition à Fontenay-le-Comte les 24, 25 et 26 octobre. En 2023, ce sont 10 500 festivaliers qui étaient au rendez-vous, un véritable record. Pour cette année, la programmation a été retravaillée pour être toujours la plus éclectique possible. Au total, 17 concerts sont prévus dans l'espace René Cassin. Au départ, on était vendredi, samedi, dimanche. Là, on va passer sur un jeudi, vendredi, samedi, avec une première soirée qui sera offerte. Alors, cette année, on revient avec des artistes reggae et dub qu'on n'avait plus depuis 3 ans. Donc le vendredi soir, c'est un peu dédié à cette couleur-là. Le dimanche, on est sur 2 couleurs différentes, plutôt rock et plutôt rap, plutôt musique urbaine et plutôt rock. Donc. Et puis le jeudi, on est carrément sur de la musique punk, avec les Vulves Assassines et Poésie Zéro, avec des fins de soirée qui sont toujours un peu électro, pour s'ambiancer à la fin des concerts. On se tourne maintenant vers votre météo de ce matin. C'est un grand beau soleil en Vendée qui va nous accompagner avec un vent de nord-est qui sera également présent avec des rafales de 30 à 40 km/h. Il fera néanmoins encore assez frais. Côté température, comptez donc 7 degrés à Montaigu, 8 à La Roche-sur-Yon, 9 degrés à Fontenay-le-Comte, 10 à La Châtaigneraie, Chaland et les Sables d'Olonne, 11 à La Tranche-sur-Mer et 12 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. Comme tous les lundis, on passe maintenant au sport. Le journal des sports préparé par Alexandre Lenaour avec aujourd'hui du basket, du hand, du foot, du triathlon, de la voile et du cyclisme. On regarde.
Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 16 septembre 2024. Au programme du triathlon avec un titre de champion de France à aller décrocher, la rentrée à la maison pour Challans au basket et Pouzauges en handball, et puis un bel exploit sur les pelouses de la Coupe de France. Et on démarre avec ce qui était l'un des événements du week-end. Saint-Jean-de-Mont accueillait la finale des championnats de France par équipe de triathlon. Le suspense était surtout du côté des garçons en D1 avec un réel espoir de décrocher le titre pour les Sablais. Départ à 11h samedi matin de la Grande Plage pour 750 mètres de nage, puis 20 km de vélo et 5 km de course sur le front de mer. Comme la semaine passée sur la précédente étape, la décision se fait au sprint et scénario identique. Dorian Coninx vient souffler la victoire au licencié des Sables Pierre Lecor. Deuxième en équipe samedi, les Sablais étaient pourtant tout proches, mais au général, le titre de champion de France revient au club de Liévin. Les Sables Vendée Triathlon terminent dauphin et vice-champion de France. On avait 3 points de retard, donc on comble les 3 points aujourd'hui avec encore une deuxième place sur le classement étape, mais c'est pas suffisant en fait parce que Liévin a 2 victoires d'étape cette année en début de saison. C'est ce qui fait la différence. Je pense que la saison est plutôt positive quand même. Et puis pour l'instant, on va se satisfaire de ce résultat. Et puis côté Sablais, on n'oubliera pas non plus chez les féminines, un peu plus tôt samedi matin, le très beau succès de Jeanne Leher sur cette dernière étape des championnats de France. Du côté de la salle Michel Vrignot, vendredi soir sonnait l'heure de la reprise en National 1 pour le Vendée Challans Basket. Première journée à la maison pour le VCB face à Toulouse. Entrée en matière convaincante pour le groupe de Sébastien Lambert, largement remanié à l'intersaison. Chalandais et Toulousains se neutralisent à la pause, 37 partout, mais au retour des vestiaires, les hommes en blanc haussent le ton. Un troisième quart-temps explosif, 23-5 en 10 minutes. Les Vendéens peuvent gérer la fin de rencontre. Succès 76-51. Globalement, on a été sérieux et cohérent défensivement. Et on a produit du jeu ce soir, voilà, donc c'est ce qu'on voulait. On a fait quelques erreurs en première, mais globalement on est cohérent sur 40 minutes et c'est ce qu'il faut retenir. Dans le Haut-Bocage, le lendemain, samedi, eux aussi voulaient convaincre devant leur public. Relégués cette saison en National 2, Pouzauges affrontait Cherbourg pour la deuxième journée. Les joueurs de Steve Berger font le job, non sans se faire peur. Devant toute la rencontre, le PVHB voit les Normands revenir à hauteur à l'aube des 20 dernières minutes. Mais avec du caractère, les Pouzaugais reprennent les rênes, solides et tranchants au bon moment. Victoire 31-27. Les Jaunes et Noirs lancent leur saison et gagnent enfin à la salle de l'Étoile, 16 mois après leur dernier succès à domicile. Côté ballon rond, le week-end était aussi marqué par le 3e tour de la Coupe de France. Pour son entrée en lice, le FC Challans, pensionnaire de National 3, se déplaçait face au Montaigu Vendée Football, club de Régional 2. Si Challans ouvre la marque à la 29e minute par Moricone, les Bleus et Noirs ne lâchent rien et d'un coup franc de plus de 40 mètres dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, Alexandre Ernoult délivre les siens. Place au tir au but au stade municipal de la Boissière de Montaigu. Une séance à rebondissement. Les gardiens s'y collent, Étienne Métro ne convertit pas, Kylian Martin saisit sa chance et c'est au fond. Le Montaigu Vendée Football élimine Challans et file au 4e tour de la Coupe de France. Un dernier rendez-vous pour les IMOCA avant le Vendée Globe. Samedi, c'est Charlie Dalin qui remporte le défi Azimut et ses 48 heures en solo dans l'Atlantique au départ et à l'arrivée de Lorient. Le skipper de Massif Santé Prévoyance, déjà l'un des grands favoris pour le Vendée Globe, confirme qu'il faudra bien compter sur lui dès le 10 novembre prochain. Et puis, il est l'un des autres vainqueurs à avoir marqué le week-end. En Turquie, le coureur du team Total Energy, Mathieu Burgodeau, remporte le Tour d'Istanbul. Vainqueur de 2 des 4 étapes, le Vendéen a tenu bon pour remporter la première course à étapes de sa carrière. Bravo Bigorneau. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Merci à Alexandre Lenaour pour ce journal des sports. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et direction la commune de Talmont-Saint-Hilaire qui a créé un nouveau programme d'accompagnement pour les familles. Il s'appelle le projet Blabla Famille. Il propose des temps ludiques et utiles animés par des professionnels. Mais comment fonctionne-t-il ? Les explications, c'est maintenant. On lance
lance à Talmont-Saint-Hilaire le Blabla Famille parce qu'on considère que la famille c'est un trésor, c'est là où on va grandir, s'épanouir et on souhaite vraiment accompagner nos familles talmondaises. Effectivement, on est quasiment 9000 habitants, voilà, il y a plein de familles différentes et on souhaite préserver ce trésor qui est à portée de main et pour ça on construit avec elles des parcours, parcours de jeunes enfants, parcours pour les ados, parcours pour les couples, pour justement les accompagner dans tous les défis du quotidien. Le parcours comprend 3 rendez-vous, des rendez-vous qui vont se passer plutôt le matin pour que les familles puissent venir avec l'enfant sur des lieux qui sont encore à définir. On en a un qui sera sur la crèche de Talmont-Saint-Hilaire et l'idée c'est tout au long du parcours de partager des instants un petit peu particuliers avec son enfant pour créer du contact, que ce soit par le contact sensoriel, du contact visuel et aussi commencer à avoir des échanges et bien comprendre son enfant et comprendre aussi les dangers qui peuvent se présenter à domicile, notamment quand c'est le premier, puisqu'on sait bien que la maison est le premier endroit des accidents domestiques. On va proposer 2 créneaux puisque les problématiques sont un petit peu différentes et les besoins un peu différents en fonction des 11-14 et 15-17. Donc en fait on va avoir 2 parcours à l'intérieur du même, toujours le même principe, 3 rendez-vous, parents-ados. Donc là pour éviter de perdre le lien avec son adolescent qui peut à un moment donné ne plus trouver ses marques à la maison et puis avoir du mal à communiquer, que ce soit lui ou les parents. Donc là, on va aborder des sujets comme l'addiction, notamment pour les 11-14 sur les écrans et les 15-17 sur l'addiction tabac-alcool, en fait, des sujets de tous les jours. Et puis, on va aborder aussi le sujet de l'amour. L'idée, c'est vraiment d'être présent pour les couples, pour les aider à cimenter en fait leur couple et la communication. On le sait tous, la vie est faite de hauts et de bas, et donc quand on est solidaire et quand on communique, ça nous permet de mieux traverser des fois les épreuves, et puis quand tout va bien, ça nous permet aussi de mieux les savourer. Donc l'idée, c'est de pouvoir réserver aux couples 3 soirées autour desquelles ils vont aborder différents thèmes pour renforcer en fait leur ciment. Notamment bâtir son couple sur des fondations solides, aussi comment nous montrer notre amour et puis communiquer pour mieux s'aimer. L'idée c'est vraiment d'avoir des outils pour les couples qui vont pouvoir utiliser entre eux et ensuite qui pourront aussi utiliser avec leurs enfants. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon. Il est allé à la rencontre de Thierry Charrier, passionné de minéraux. Thierry, concernant les minéraux, toi, qu'est-ce que tu aimes chez ces minéraux par-dessus tout? C'est difficile à dire. C'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est aller les chercher. C'est vraiment ma passion, davantage que celle de collectionner. Je peux très bien me séparer des minéraux. Par contre, aller sur le terrain pour aller les récolter, faire des découvertes, ça c'est vraiment ma passion. Comme un explorateur? Oui, j'ai peut-être un petit côté explorateur, oui. Le minéral, ou les minéraux, il y a peut-être une nuance, elle est au cœur de nos vies et au quotidien. Oui, en fait les minéraux sont partout, on n'en a pas conscience parce qu'on est habitué à tout trouver dans les supermarchés, mais les minéraux sont à la base de tout ce qui nous entoure. L'émission Les Passionnés avec Grégoire de Châtillon, retrouvée donc aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et avant de passer au jeu de cette semaine, voici donc le gagnant de la semaine dernière. Je rappelle qu'il y avait à gagner des places pour le château des aventuriers. La question était: quelle chanson écoutait Titian Lamazou sur son bateau lors du premier Vendée Globe qu'il a remporté en 1989-1990. Vous étiez 147 joueurs la semaine dernière. Alors la réponse à la question, la voici. La chanson, c'était Space Oddity de David Bowie. Et le vainqueur cette semaine, eh bien, c'est Corinne
du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Toutes nos félicitations donc à Corinne qui aura ses places pour le château des aventuriers. On passe à la question de cette semaine maintenant, avec cette fois-ci 2 places VIP à gagner pour la finale de l'Open de Vendée de tennis. Ce sera le 6 octobre prochain. La question, quel ancien skipper du Vendée Globe va piloter un avion à hydrogène? Je répète bien, quel ancien skipper du Vendée Globe va piloter un avion à hydrogène? L'indice du jour, le voici, il a pris le départ de 4 Vendée Globe et en a terminé 2. Il a pris le départ de 4 Vendée Globe et en a terminé 2. Je répète donc à gagner 2 places VIP pour la finale de l'Open de tennis de Vendée le 6 octobre prochain. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices au fil de la semaine sur tvvendée.fr, et si vous voulez quelques indices supplémentaires, je vous invite à aller fouiller dans les reportages diffusés la semaine dernière dans les différents journaux de TV Vendée. On arrive à la fin de cette édition de la matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité vendaine revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous dis à demain, 7h, 9h pour une nouvelle édition. Très bonne journée devant TV Vendée.